Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'exobiologie. C'est une science qui, en fait, traite euh, à la fois de l'apparition de vie sur Terre pour comprendre comment a pu apparaître la vie dans l'univers et comment surtout on peut la rechercher, cette vie éventuelle dans l'univers. Donc, vous avez ici mon mail si vous voulez m'écrire et ben, je vais commencer tout de suite ce cours. Tout d'abord, je voudrais vous présenter donc mon dernier ouvrage qui, dans les premiers chapitres, en fait, traite justement de l'apparition de la vie sur Terre. Donc, au cas où vous voudriez aller un petit peu plus loin, voilà, ça c'est un ouvrage accessible de 15 à 99 ans. Alors, un bref historique. Euh, Tout d'abord, pour dire que l'exobiologie, ou plutôt l'idée de rechercher de la vie ailleurs que sur Terre, est un concept qui est en fait très ancien. En effet, Épicure, dans sa lettre à Hérodote qui date de moins 300, disait déjà: les mondes sont en nombre infini. On ne saurait démontrer que dans tel monde, des germes tels que d'eux se forment les animaux, les plantes et tout le reste de ce qu'on voit pourrait n'être pas contenu. Donc en gros, ce que dit Épicure, c'est que tout est dans tout, c'est-à-dire que tout est déjà dans le germe. Et à partir du germe peut se créer tout ce qu'on voit autour de nous. Jacques Monod, dans Le hasard et la nécessité, en 1970, un livre que je vous recommande, disait: l'énigme demeure, qui masque aussi la réponse à une question d'un profond intérêt. La vie est apparue sur la Terre. Quelle était, avant l'événement, la probabilité qu'il en fût ainsi? L'hypothèse n'est pas exclue, au contraire, par la structure actuelle de la biosphère, que l'événement décisif ne se soit produit qu'une seule fois, ce qui signifierait que sa probabilité, a priori, était quasi nulle. Et enfin, je vais citer Antoine de Saint-Exupéry. Là, c'est plus du point de vue poétique, mais ça, c'est assez intéressant. Terre des hommes, 1959. D'une lave en fusion, d'une pâte d'étoile, d'une cellule vivante germée par miracle, nous sommes issus et peu à peu nous nous sommes élevés jusqu'à écrire des cantates et à peser des voies lactées. Voilà. Donc, Saint-Exupéry dit d'une très belle manière ce que nous imaginons tous au fond de nous, c'est-à-dire que nous venons de pas grand-chose et nous arrivons à faire de très grandes choses. Ce bref historique, je ne pouvais pas le clore sans mentionner évidemment ce personnage, Giordano Bruno, dont vous avez la statue ici qui traîne, qui trône pardon, sur la place Campo di Fiori à Rome. Donc c'était un docteur en théologie, né en 1548 et, on va le voir, mort en 1600, qui disait par exemple: Dieu, dont la puissance est infinie, n'a pu créer qu'un univers sans mesure à son image. Nous savons qu'il existe un champ infini. En lui se trouve une infinité de corps semblables aux nôtres. Aucun d'eux n'est au centre de l'univers, car l'univers est infini et par conséquent sans centre ni limite. Ça, c'est dans son ouvrage De l'infini de l'univers et des mondes, en 1585. En gros, ce que disait Giordano Bruno, c'est que toutes les étoiles qu'on met dans le ciel étaient des étoiles comme le Soleil, qu'autour de ces étoiles, il y avait des planètes comme la Terre, et que sur ces planètes, probablement qu'il y avait des organismes vivants qui y vivaient. Donc voilà, et donc il prône une pluralité infinie des mondes, une matière homogène, composée des 4 éléments qu'on connaît sur Terre. Chaque étoile est un système stellaire, comme le système solaire. Bon, il a proclamé d'autres choses qui n'ont pas beaucoup plu à l'Église, donc il a été condamné comme hérétique impénitent, opiniâtre et obstiné. Il a été soumis à la question, ce qui veut dire torturé, et finalement il a été brûlé vif en 1600 sur la place Campo di Fiori à Rome, et donc c'est là que sa statue repose toujours. Et donc c'est un être obstiné peut-être, mais surtout visionnaire, et qui imaginait donc que le monde était en fait à l'image de ce qu'on connaissait sur Terre, c'est-à-dire avec plein de vie foisonnante partout. Et donc c'était, on pourrait dire, presque le père de l'exobiologie. Alors, astro ou exobiologie, si vous regardez des livres en anglais, vous allez plutôt voir le terme astrobiology, en français on parle plutôt d'exobiologie. Le fait est que c'est une science qui est pluridisciplinaire, puisque en fait elle est au confluent de l'astrophysique, de la géophysique, de la physique, de la chimie, de la biologie, et même si on découvre un jour d'extraterrestres, des sciences sociales. Et donc cette science-là traite de la recherche de vie dans l'univers, et en fait va poser plusieurs questions, dont la première
parce qu'on ne peut pas rechercher quelque chose dont on ne connaît pas la signification. Donc, qu'est-ce que la vie? La deuxième, c'est donc qu'est-ce qu'on va chercher? Troisième, comment chercher? Et finalement, où est-ce qu'on va chercher? Et donc, on va passer en vue un peu tout ça dans ce cours ici sur l'exobiologie. Donc, on va commencer par parler d'origine de la vie sur Terre, puisqu'en effet, on ne peut pas rechercher la vie sans savoir comment la vie est apparue sur Terre. C'est notre référence. Alors, ça ne veut pas dire que la vie ailleurs va se produire de la même façon que si c'est fait sur Terre, mais par contre, ça veut dire que ça nous donne une bonne idée de comment la vie pourrait apparaître ailleurs. Ensuite, on va rechercher la vie dans le système solaire. Donc, on va rechercher la vie dans traces de vie sur Mars, sur Europe, Titan, Encelade, etc. Et finalement, nous chercherons la vie dans les exoplanètes. Voilà donc le plan de ce cours-là. Donc la première partie qu'on commence donc aujourd'hui sur la recherche de la vie dans l'univers, c'est d'abord comment est apparue la vie sur Terre. Et donc nous commençons ce cours avec la première question, qu'est-ce que la vie? Alors là, on se heurte à une pléthore de définitions. Alors je vais d'abord vous donner la définition de la Société française d'exobiologie, qui est une société savante qui regroupe des membres de différentes communautés, mais qui ont tous un lien avec l'exobiologie. Et donc sa définition, est considéré comme être vivant, tout système ouvert qui va échanger de la matière et de l'énergie avec l'extérieur, capable de s'auto-reproduire, c'est-à-dire de reproduire les mêmes êtres vivants, donc similaires, mais en même temps capable d'évoluer par suite d'erreurs de copie de molécules. Donc voilà. Ça, c'est la définition de la SFE, la Société française d'exobiologie. Il y a une autre définition qui est intéressante, c'est celle de la NASA, qui date de 1992. La vie est un système chimique, un système auto-entretenu, capable de subir une évolution darwinienne. Donc, système chimique, c'est un système ouvert, auto-entretenu, c'est-à-dire c'est l'auto-reproduction, et en même temps capable de subir une évolution darwinienne, ça revient à l'évolution. Donc ça, c'est la réponse à qu'est-ce que la vie. Alors on peut aussi essayer de définir quelque chose par ce que ce n'est pas, justement. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que n'est pas la vie? En particulier, les virus ne sont pas des êtres vivants car ils n'ont pas d'autonomie. Ils sont obligés de s'infiltrer dans des cellules pour, en fait, se mettre à exister. Et les cristaux aussi, car ils n'ont pas d'évolution. Alors, notre référence, c'est la vie terrestre. Alors, comment s'est développée la vie? Alors, selon Empédocle, des têtes sans jambes, des jambes sans tête, des bras, des torses, se promenaient autrefois à la surface de la Terre, et un jour, par hasard, tous les éléments nécessaires à la constitution d'un individu complet se rencontrèrent, et ainsi s'auto-organisa le premier homme. Donc, d'après Empédocle, l'émergence de la vie sur Terre, c'est par l'élaboration spontanée d'un automate chimique à partir de pièces détachées éparses. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment cette vision-là qu'on a de l'apparition de la vie sur Terre. Et donc, plus sérieusement, on va dire comment naît la vie sur Terre. Eh bien, sur Terre, pendant le premier milliard d'années, les molécules organiques de ce qu'on appelle la soupe primordiale, c'est-à-dire composées de molécules prébiotiques, existent en abondance, soit produites au fond des océans à partir de formes gazeuses simples, avec par exemple des formes oxydées telles que CO2, dioxyde de carbone, et CO monoxyde de carbone, soit une forme réduite telle que le méthane. Donc soit produites au fond des océans, soit provenant de l'espace. Ça, c'est les deux filières possibles, et en fait, on parle d'ailleurs de filières océaniques ou filières spatiales, et on va les passer en vue pendant ce cours. Donc notre référence, c'est la vie terrestre, avec un scénario qui est assez basique, où on pense que la vie a émergé dans l'eau, basé sur la chimie du carbone. Donc voilà le scénario qu'on a, c'est que c'est de l'eau, avec des molécules organiques qu'on appelle les SNOPS, parce que c'est principalement du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène, du phosphore et du soufre. Et il faut des catalyseurs pour faciliter les réactions chimiques. Et on arrive grâce à ça à un monde vivant. On pense qu'on est parti en fait d'un monde vivant viral d'ARN, d'acide ribonucléique, qui comprenait les outils, le plan de montage, d'autoreproduction pour que la vie puisse se développer. Et ensuite, donc, on peut fabriquer des cellules basées sur l'ARN, des protéines et des membranes. Et là, on arrive au monde que l'on connaît. En fait.
Mais donc, on a dit, basé sur l'eau et les molécules organiques, en particulier l'eau et le carbone. Alors tout d'abord, pourquoi l'eau liquide? Eh bien parce que les molécules doivent être mobiles pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se rassembler. Si vous êtes dans une phase de glace, une phase solide, eh bien les molécules sont immobiles, donc impossible de les rassembler. Si vous êtes dans une phase gazeuse, là c'est très dilué, il y a très peu de molécules, donc c'est difficile aussi. Donc la phase liquide, c'est le meilleur environnement pour la diffusion et l'échange des molécules et pour le fait qu'elles se rapprochent, qu'elles se rassemblent. Car tout le secret est dans l'association de molécules. Donc voilà pourquoi l'eau liquide. Et la deuxième question, c'est pourquoi le carbone? Eh bien, la réponse est encore une fois simple, c'est que des sources de carbone, il y en a plein dans l'atmosphère, dans les évents hydrothermaux, sous les océans, et aussi dans l'espace. Pourquoi il y en a plein? Eh bien, pour deux raisons, mais d'abord parce que c'est très abondant. Le carbone, c'est un atome plutôt léger et qui est fabriqué par la plupart des étoiles, par exemple, ça sera fabriqué par le Soleil plus tard, quand ça sera une géante rouge, et puis après c'est rejeté dans l'espace quand une étoile, à la fin de sa vie, explose. Donc, et en plus, le carbone, elle a une chimie dite macromoléculaire qui est très riche, puisqu'on peut former des édifices complexes qui vont donc favoriser l'émergence et le développement de la vie, parce que le carbone a une liaison tétravalente, donc on peut s'associer à 4 atomes. Avec des polymères de nucléotides qui sont les éléments de base des chaînes d'acides aminés, d'acides nucléiques, ARN et ADN. Chaque nucléotide contient un groupe phosphate, du sucre et une base azotée. Et on peut même fabriquer des polymères d'hydrate de carbone qui vont stocker l'énergie, des chaînes hydrocarbonnées qui vont fabriquer les lipides des membranes, et finalement des polymères d'acides aminés qui constituent les protéines. Et voilà, donc vous voyez ici la liaison tétravalente du carbone qui par exemple forme ici du méthane. Donc une fois qu'on a l'eau et le carbone, on se demande du coup comment est née la vie sur Terre. Et en fait, le but de la chimie prébiotique, c'est d'essayer de reconstituer les 3 familles de molécules qui sont indispensables à comment une cellule va fonctionner. Et ces 3 familles de molécules, c'est d'abord les molécules de compartimentation, parce qu'en effet, il y a une membrane qui est sélective, où l'eau peut rentrer dans un sens, mais pas ressortir, donc hydrophile dans un sens, hydrophobe dans l'autre, et constituée surtout de lipides qui vont s'agréger. Il faut ensuite des molécules catalytiques qui vont favoriser les réactions, ça c'est des enzymes protéiques. Et enfin, il faut des molécules de l'information, qui sont les acides nucléiques, ARN et ADN. Et en fait, le message à retenir, c'est que malgré tous les succès de synthèse des précurseurs des membranes et de mini-protéines, aujourd'hui, la formation prébiotique d'ARN demeure inexpliquée. Alors, on peut quand même avoir une idée de comment ça s'est passé au début. La Terre primitive, il y a 4 milliards d'années, était formée de petits continents, similaires à l'Islande, entourés d'eau liquide, peu profonde, mais chaude, avec température entre 50 et 80 degrés Celsius. Une atmosphère dominée par le dioxyde de carbone, l'azote, l'eau, et probablement aussi du méthane, mais par contre, assez peu d'oxygène. L'eau liquide était déjà présente il y a plus de 4 milliards d'années, ça on le sait à partir de rapports isotopiques d'oxygène dans les zircons, qui sont des cristaux de silicate du zirconium, qui contiennent des traces d'uranium et de thorium, qui permettent de les dater à 4,4 milliards d'années dans les sédiments en Australie. On sait aussi qu'il y avait du volcanisme et de la tectonique des plaques au moins à partir de il y a 3 milliards d'années sur Terre, qui vont recycler le dioxyde de carbone en décomposant les carbonates enfouis dans le manteau par subduction. Alors avec tout ça, on devrait pouvoir savoir comment s'est développée la vie, comment est apparue la vie. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que les traces de la vie primitive ont été effacées à la fois par les rayons ultraviolets, provenant du Soleil, par la géologie, c'est-à-dire la tectonique des plaques, par l'érosion qui est due à l'eau, et aussi par la vie elle-même. La vie efface la vie. L'oxygène, en fait, est un poison et va effacer la vie, va détruire tout ce qu'il y avait avant. Donc une fois qu'une forme de vie est apparue, en fait, elle va détruire les autres formes de vie précédentes. Alors, est-ce que c'est sans espoir? Est-ce qu'on ne pourra jamais retrouver les traces de vie primitive? En fait, pas totalement. Il y a des endroits sur Terre où on a des roches, on peut trouver des roches sédimentaires très anciennes, par exemple Barberton en Afrique du Sud, Pilbara en Australie,
et Ishwa en Groenland. Et ça, c'est des roches qui datent du début de l'Archéen, qui est l'éon qui va entre moins 4 et moins 2,5 milliards d'années. Quand j'écris giga en, c'est milliards d'années. Donc un exemple, par exemple, les sédiments d'Ishwa au sud-ouest du Groenland, là, leur âge est de 3,75 milliards d'années. Alors je vous rappelle, la Terre s'est formée il y a 4,55 milliards d'années. Et dans ces sédiments, on trouve une présence permanente d'eau liquide avec du dioxyde de carbone, des kérogènes qui sont des macromolécules organiques complexes, et du carbone 12 organique, enrichi de 1,8% par rapport au carbone minéral, ce qui suggère qu'il y a eu l'existence d'une vie primitive à cet âge-là. Ensuite, il y a un résultat d'il y a quelques années qui est un petit peu controversé, mais qui est intéressant, donc je vous le mentionne quand même. C'est la découverte possible de stromatolites, qui sont des tapis microbiens à structure feuilletée, qui sont produits par des colonies de bactéries qui vont utiliser l'énergie solaire pour se développer et qui seraient vieux de 3,7 milliards d'années. Et vous voyez ici les stromatolites qui sont ici, associés à une roche. Et la polémique vient du fait que c'est peut-être le métamorphisme de cette roche qui aurait pu créer ces structures en lamelles. Donc il y a eu une polémique là-dessus. Si par contre cette découverte est vraie, ça veut dire qu'il y a 3,7 milliards d'années, on avait déjà des stromatolites, donc des bactéries qui existaient, alors que la Terre n'a que 4,55 milliards d'années. Ce qui veut dire qu'en gros, 700 millions d'années après la formation de la Terre, il y avait déjà de la vie sur Terre. Voilà, vous avez la vision de ces stromatolites en rouge par rapport à la roche qui a été déformée ici. Aujourd'hui, il y a encore des stromatolites actifs. Par exemple, en Australie, on a ces stromatolites dont l'origine remonte à 3,4 milliards d'années et qui continuent à se développer avec un enrichissement significatif en carbone 12 organique, ce qui suggérerait encore une fois une origine biologique. On trouve aussi des micro-organismes fossiles. Les plus anciens sont dans les sédiments de Barberton en Afrique du Sud et de Pilbara en Australie, avec un âge compris entre moins 3,446 et moins 3,2 milliards d'années, qui correspond à une vie foisonnante dans les eaux littorales de faible profondeur, ou même proche de la surface de l'eau. Et on trouve des bactéries fossiles, qu'on appelle des coques, avec des sphères de quelques microns, ce qu'on voit ici, et des filaments entre 10 et 100 microns qu'on voit ici. Donc c'est-à-dire que, en gros, à 3,75 milliards d'années, c'est assez polémique. Par contre, quand on est vers des âges de moins 3,5, moins 3,2 milliards d'années, on est un peu plus confiant que de la vie, là, était vraiment présente. Alors ça, c'est la vie très primitive. Aujourd'hui, on sait que la vie, elle est dominée par deux types de cellules, les eucaryotes et les prokaryotes. Les bactéries, qui sont les premières cellules qui se sont développées, qu'on appelait avant aussi des eubactéries, sont des organismes prokaryotes, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau, avec un compartiment unique, le cytoplasme, qui contient un chromosome unique, et qui permet la réplication, la transcription, la traduction de l'ADN dans ce cytoplasme. Et on pense donc qu'elle est apparue entre moins 3,8 moins 3,5 milliards d'années. Ensuite, il y a les archées qu'on appelait auparavant les archéobactéries, qui sont des micro-organismes unicellulaires qui sont aussi prokaryotes, qui ressemblent aux bactéries mais avec un ARN qui est différent et qui sont les premières cellules à coloniser les roches terrestres et qui constituent aujourd'hui 20% de la biomasse terrestre. Donc c'est un type de cellule qui est très présent sur Terre. Et finalement, les eucaryotes, qui sont des organismes multicellulaires, c'est une cellule formée d'un noyau qui va contenir du génome de l'ADN et du cytoplasme, séparé par une membrane. Donc à l'intérieur, on a la réplication et la transcription de l'ADN dans le noyau et la traduction dans le cytoplasme. Et là, ça apparaît beaucoup plus tard, probablement entre moins 3 et moins 2 milliards d'années. Donc je souligne ici l'importance de la diversité des eucaryotes unicellulaires. Et on pense que c'est né de la fusion de deux prokaryotes qui se seraient rentrés l'un dans l'autre. Et donc, du coup, cette membrane serait en fait ce qui reste de une cellule primordiale. Voilà, et donc ça, c'est la chaîne
réplication qui se produit pour pouvoir reproduire les molécules, les cellules, en fait, quand elles... c'est la transmission du patrimoine génétique des cellules. Voilà, donc ça c'est les différents types de cellules. Ici les cellules eucaryotes avec les noyaux qui sont à l'intérieur, et cette membrane-là, qui est hydrophile dans un sens, hydrophobe dans l'autre. Et là les cellules prokaryotes, donc archées et bactéries, et elles qui n'ont pas de noyau à l'intérieur. Voilà les différentes caractéristiques entre les eucaryotes et les prokaryotes. Les prokaryotes, donc archées et bactéries avec... Donc, qui sont plus petites, hein, entre 0,3 et 2,5 microns, avec un seul chromosome. Pas de noyau, un seul chromosome. Pas de nucléole, pas de membrane nucléaire, pas de mitochondrie, pas de lyosome, pas d'alvéoli, etc. Et par contre, les ribosomes. Les eucaryotes entre 2 et 20 microns, donc plus grands, avec un noyau, plusieurs chromosomes, nucléole, membrane nucléaire, mitochondrie, lysosome, appareil de Golgi, réticulum endoplasmique, ribosome. Voilà, donc ce sont des cellules plus complexes, les eucaryotes, qui d'ailleurs c'est ce qui nous compose. Nous sommes des eucaryotes. Nous sommes formés d'eucaryotes. Voilà donc la fusion de cellules prokaryotes qui probablement a donné naissance à cette cellule eucaryote qui nous compose. Donc ça, c'est les trois grandes familles, bactéries, archées, eucaryotes, trois grandes familles de cellules sur Terre aujourd'hui. Et en fait, tout cela est représenté par cet arbre de biodiversité, cet arbre phylogénétique terrestre qu'on appelle the Tree of Life, l'arbre du vivant, qui a été mentionné probablement pour la première fois par Charles Darwin en 1859 dans l'origine des espèces, et qui a été dessiné par Ernst Haeckel, et c'est ce dessin que je vous montre, publié dans un ouvrage qui s'appelle General Morphology of Organisms en 1866. Et en fait, donc là, il y a cet arbre avec les trois grandes familles, et là, nous sommes ici, les mammifères. Et vous voyez qu'en bas, donc, ce qu'on appelle l'UCA, Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun universel, c'est justement l'origine de toute cette vie terrestre. On a donné un nom à quelque chose qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne sait pas qui est l'UCA. On pense juste que c'est probablement un monde viral d'ARN. Il est aussi tout à fait possible qu'il y ait eu plusieurs LUCA sur Terre à l'origine de la vie, et qu'il n'y en a qu'un qui se soit finalement développé et qui a pris le pas sur tous les autres et qui a donc effacé les traces de tous les autres. Voilà, donc un arbre plus moderne serait celui-là, LUCA ici. Nous sommes ici, là vous avez les bactéries ici, les archées et les eucaryotes. Voilà, vous avez ici, nous, à côté des champignons, par exemple. Et donc un arbre phylogénétique un petit peu plus compliqué. Vous avez l'UCA qui est ici, le domaine des bactéries qui est très grand ici en diversité, les archées, et nous sommes là dans cette petite partie des eucaryotes avec peut-être un petit peu moins de biodiversité. Et si vous avez du mal à retenir tout ça, eh bien voilà, je vous montre un arbre un petit peu plus simple avec les bactéries, les archées, les eucaryotes. Vous voyez que les bactéries se forment en premier, et ensuite il y a cette branche-là d'archées eucaryotes qui va apparaître. Et avec les prokaryotes, les cellules prokaryotes qui sont le constituant des bactéries et des archées, les cellules eucaryotes qui est le constituant de notre famille eucaryote. Et je vous montre mon représentant des eucaryotes préférés, qui est le manchot empereur. Alors, comment on est la vie sur Terre ? Là, je vous ai parlé de biodiversité, ce qu'on avait sur Terre aujourd'hui, mais comment on était ? Eh bien, on pense que le premier scénario organique, qui était proposé par le biologiste anglais Charles Darwin, le 1er février 1811 dans une lettre à Hooker, on dit souvent que les conditions nécessaires à l'apparition des premiers organismes vivants sont réunies à présent et qu'elles l'ont toujours été. Mais si, et quel énorme si, on pouvait concevoir dans quelques petites mares chaudes de toutes sortes de sels d'ammonium et de phosphate, de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, etc., pour qu'un composé protéique puisse se former par voie chimique, capable de subir des modifications complexes, un tel composé serait de nos jours dévoré ou absorbé, ce qui n'a pu être le cas avant la formation des êtres vivants. En gros, ce que dit Darwin, c'est que il donne la recette pour fabriquer en fait de la vie, une petite mare chaude,
celle d'ammonium de phosphate, de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, et que là, on fait un composé protéique qui va ensuite subir des modifications. Et ce qu'il dit, c'est que s'il y a 3 Lucas qui sont nés sur Terre, il y en a un qui va se développer et qui va effacer les traces des 2 autres Lucas. Donc en gros, les conditions d'apparition de la vie il y a, on va dire, 3,5 milliards d'années, ne sont plus réunies aujourd'hui. Et on ne peut plus faire apparaître de la vie comme elle est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Donc l'existence même de la vie empêche une autre vie, on va dire, une vie alternative de réapparaître. C'est pour ça qu'une fois que le processus est fait, on ne peut plus revenir en arrière et c'est même difficile de revenir aux sources d'apparition de la vie. Alors, ça, on va voir du coup des scénarios d'abiogenèse évolutive, c'est-à-dire de transformation de la matière du minéral vers le vivant. Et les premiers modèles de soupe primordiale sont proposés par le biochimiste russe Alexandre Oparin en 1924 dans un livre qui s'appelle Origin of Life, puis par l'anglais John Haldane en 1929, où là vous avez des molécules organiques qui sont synthétisées dans l'atmosphère. Alors, ça c'est le livre Origin of Life de Oparin. La question, c'est quelle est la composition de l'atmosphère primitive? D'après Oparin, l'évolution de la matière se produit dans une atmosphère qui est dominée par le méthane, avec la formation de ce qu'il appelle des bits of gel ou coacervates. Et Haldane, lui, propose plutôt une soupe prébiotique dans une atmosphère dominée par du CO2, du dioxyde de carbone, avec la formation de half-living chemical molecules, donc des molécules chimiques à moitié vivantes. Aujourd'hui, on dirait plutôt prébiotiques, en fait. Donc ça, c'est exactement de la chimie prébiotique et les premières traces remontent à Calvin en 1951 avec une première expérience sur les origines de la vie en conditions prébiotiques, une solution de dioxyde de carbone exposée aux rayons gamma qui lui permet de former du formaldéhyde. Et finalement, Urey en 1952 qui propose l'expérimentation sur la production de composés organiques à partir d'eau et de méthane en présence de lumière, retenez bien eau et méthane en présence de lumière ultraviolette, c'est-à-dire lumière du soleil, d'une distribution spectrale estimée approximativement à celle du soleil, pourrait être des plus profitables. La recherche des possibles effets des décharges électriques, des orages, sur les réactions pourrait aussi être tentée, puisque des éclairs électriques peuvent être raisonnablement imaginés dans une atmosphère réductrice. Donc en gros, lui aussi donne des éléments pour faire une recette pour fabriquer une molécule prébiotique, avec les composants eau, méthane, la lumière du soleil, c'est l'ultraviolet, des orages, des décharges électriques et dans une atmosphère réductrice. Et donc ça, c'est une expérience qui a été réalisée pas longtemps après par Stanley Miller, où il a pris un ballon rempli d'eau et du gaz méthane, ammoniac, hydrogène et de l'eau, avec des arcs électriques qui correspondent ou qui simulent les orages de la Terre primitive et qui permet de synthétiser de l'acide cyanhydrique, du formaldéhyde et 4 acides aminés protéiques, dont la glycine, alors qu'il n'y a que 20 acides aminés protéiques au total. Donc c'est un énorme succès. On peut fabriquer des acides aminés protéiques à partir de cette expérience. Donc, est-ce qu'on a enfin trouvé la manière de former la vie sur Terre? Eh bien, malheureusement, non. Parce qu'en fait, alors, d'abord, il faut dire qu'on peut améliorer l'expérience et on arrive à synthétiser 17 acides aminés protéiques. Mais le problème, c'est qu'on a beau améliorer l'expérience, en fait, les conditions de l'expérience ne sont pas représentatives de l'atmosphère primitive. En effet, l'atmosphère primitive était neutre, constituée non pas de méthane, mais de dioxyde de carbone, d'eau, de H2S, hydrogène, avec des quantités mineures de méthane, de monoxyde de carbone et d'azote. Et si vous remplacez le méthane par le dioxyde de carbone, alors vous obtenez moins d'acides aminés protéiques. Donc l'atmosphère n'est pas la source exclusive de production de molécules organiques prébiotiques, et il faut en trouver autre chose. Donc voilà l'expérience qui a été faite. Un ballon d'un demi-litre, du chauffage, et vous avez ici des électrodes qui vont faire des orages. Ici, vous mettez du méthane, ammoniac, H2, H2O, et un réfrigérant qui permet de récupérer les acides aminés protéiques. Voilà Stanley Miller qui prépare son expérience. Voilà le ballon, les ballons qui ont été utilisés avec le liquide, les électrodes, etc. Et le refroidisseur ici. Et vous avez ici les 4 acides aminés protéiques qui ont été découverts,
formés, dont la glycine qui est l'acide aminé protéique le plus simple. Ensuite, il y a quand même un élément qui va en parallèle survenir, qui est important, c'est en 1953 est découverte la structure en double hélice de l'ADN par Watson et Crick, et en 1958, c'est le dogme central de Crick, où en fait l'ADN formant l'ARN, formant les protéines, on se rend compte à ce moment-là que l'ARN peut aussi former de l'ADN. Et donc c'est de là que vient l'idée d'un monde vivant viral ARN qui va peut-être, qui pourrait permettre de former de l'ADN et des cellules. Donc c'est en 1960 qu'est découvert l'ARN messager, et là il y a ce dogme central où on peut aller faire des allers-retours entre l'ARN, l'ADN, ARN protéine et ADN protéine. En 1986, on a aussi découvert des propriétés autocatalytiques de l'ADN, de l'ARN, par Walter Gilbert dans The RNA World. Et donc, à partir des années, la fin des années 80, on commence à imaginer un monde viral d'ARN qui a permis de démarrer la vie. Alors, existe-t-il d'autres scénarios possibles de vie et en particulier, peut-on transposer ailleurs les ingrédients de base de la vie terrestre? Alors oui, on peut imaginer d'autres choses. Par exemple, on peut imaginer une vie basée sur la liaison hydrogène, comme l'ammoniac, mais l'azote est peu abondant dans l'univers, peu stable par rapport à l'ultraviolet et à la chaleur. On peut aussi imaginer une chimie basée sur le silicium, qui est aussi un atome tétravalent, comme le carbone. En particulier, et c'est intéressant de voir que dans la formation du système solaire, le silicium est très abondant dans la croûte terrestre. On a, par exemple, sur Terre, plus de un quart des composants du manteau de la peau terrestre, c'est du silicium. Et il n'y a pas beaucoup de carbone, en fait. L'atome silicium est plus gros que le carbone. Donc, le problème, c'est qu'il est moins abondant dans l'univers et moins formé par les étoiles. Les liaisons sont plus faibles, les polymères sont moins stables, moins solubles, et il n'y a pas de dérivé du silicium gazeux, il n'y a pas de SiO2, alors qu'on a du CO2. Et finalement, la chimie est aussi moins inventive, autant on a beaucoup de carbone, beaucoup de chimie basée sur le carbone avec plus de 100 molécules, on va les voir, découvertes dans le milieu interstellaire. Là, on ne connaît que 11 molécules interstellaires basées sur le silicium. Une dernière possibilité, c'est ce qu'on appelle la chimie on the rocks, c'est-à-dire la vie peut aussi avoir émergé par autocatalyse sur les surfaces minérales avec des argiles qui constitueraient le support et le catalyseur. Bon, ça reste une possibilité qui est quand même moins à la vogue que les autres. En particulier, le gros problème, c'est les ultraviolets qui détruisent les molécules au fur et à mesure où elles se forment, en tout cas jusqu'à ce que l'ozone soit présent en grande partie dans l'atmosphère de la Terre, ce qui se fait après plusieurs milliards d'années d'évolution de la Terre. Donc j'en viens à prolonger un petit peu cette filière océanique avec cette image-là où on voit donc un océan un peu profond à côté d'un volcan là, qui rejette du magma et qui représente un petit peu les conditions de la Terre primitive. Donc, peut-il y avoir une chimie prébiotique dans les océans? Oui. Alors là, vous avez l'exemple, ça c'est un exemple assez extrême, on va dire, c'est le Grand Prismatic Spring au parc Yellowstone avec une eau chauffée à 70 degrés composée de beaucoup de soufre et d'oxyde de fer. Il y a des organismes, des bactéries, des archées, qui sont thermophiles et qui vont vivre dans un tel environnement, et c'est d'ailleurs ce qui donne ces couleurs-là, rouge, jaune, que vous avez tout autour. Donc c'est tout à fait possible. La question c'est est-ce que les premiers organismes ont pu se former dans des environnements comme ça? Et alors pour aller voir ça, eh bien, il faut plonger. Il faut plonger dans ce qu'on appelle les fumeurs noirs, qu'on appelle plutôt aujourd'hui les évents hydrothermaux, qui sont des sortes de geysers sous-marins. Vous avez l'énergie thermique qui est fournie en continu par des magmas au fond des océans, au fond des dorsales médio-océaniques, les plaques qui se rejoignent, avec une température qui peut atteindre 350 degrés Celsius au fond de l'eau, alors normalement il fait entre 0 et 4 degrés, et un environnement favorable aux synthèses prébiotiques de molécules organiques, riches en hydrogène, en diazote, en dioxyde de carbone, en méthane, en sulfure d'hydrogène, en ammoniac, en dioxyde de soufre, phosphore, etc. Mais probablement trop acide pour stabiliser les acides aminés. Et les fumeurs noirs donc, ont une couleur noire due au sel de fer et de manganèse.
Au fond des océans sur Terre, les bactéries vont se développer à une profondeur de 2 km, avec une pression qui est de l'ordre de 500 bars quand on est à côté de la sortie de la cheminée, température de 360 degrés, un pH de 12. Ça, c'est Rainbow, qui est un évent hydrothermal, une dorsale océanique au large des Açores, avec une composition d'hydrogène de 45%, monoxyde de carbone, oxyde de carbone, 43%, 6% de méthane, 4% de diazote et 2% de sulfure d'hydrogène. C'est un environnement qui est favorable à la réaction de Fischer-Tropsch, où on produit des hydrocarbures entre 16 et 29 atomes de carbone à partir de l'hydrogène et du monoxyde de carbone avec du fer. Mais par contre, on ne trouve pas, a priori, on ne peut pas former d'acide aminé dans ces environnements. Donc ce n'est peut-être pas là que la vie s'est créée. Par contre, on trouve de la vie puisqu'on trouve des bactéries, des archées à ces endroits-là. La vie peut subsister, peut même se développer ici, mais elle ne va pas apparaître, a priori, dans ces endroits. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu les différentes conditions, en fait, on trouve divers types de bactéries, des bactéries acidophiles, alcalophiles, donc qui apprécient les milieux acides ou basiques, hyperthermophiles, qui apprécient les milieux très froids ou très chauds, jusqu'à plus de 100 degrés, méthanophiles, donc qui apprécient par exemple les ruminants, la panse des ruminants à beaucoup de méthane, halophiles, par exemple dans la mer morte où il y a beaucoup de sel, etc. Donc on appelle ça souvent des bactéries ou des organismes extrémophiles. Des organismes de l'extrême. Donc ça, c'est la filière océanique, et j'en viens maintenant à la filière spatiale, où là, l'idée, c'est que comme on a du mal à produire les molécules prébiotiques, en particulier acides aminés protéiques sur Terre, à partir des conditions qu'on connaissait de la Terre, on se dit, eh bien, est-ce que ces molécules prébiotiques ne sont pas arrivées directement de l'espace? Donc, ça vient vous amener les molécules prébiotiques toutes faites dans des météorites. Alors ça, c'est une théorie qui est en fait très vieille, qu'on appelle la panspermie. Alors là, vous avez une image qui, en fait, ne représente pas exactement la façon dont ça se produit, avec la Terre et les petites météorites qui arrivent. Là. Panspermie, c'est le germe de tout. C'est un terme qui a été inventé par Hermann Richter en 1865, donc c'est pas récent. Et une théorie formulée dès 1871 par Thomson Lord Kelvin, qui s'opposait d'ailleurs à Darwin sur l'évolution, affiné en 1903 par Svante Arrhenius, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Vie, espace et éternité. L'idée, c'est que la Terre est ensemencée par des molécules prébiotiques, en gros extraterrestres, au sens propre du terme, des impacteurs, des graines et des spores qui arrivent tout faits sur la Terre. Pour migrer d'une planète à une autre, imaginons que la vie soit développée sur la planète Mars, et pour migrer de la planète Mars à la Terre, eh bien, les bactéries doivent résister à l'impact météoritique sur la planète Mars qui va les expulser de leur planète, au voyage dans l'espace qui peut durer assez longtemps entre Mars et la Terre, à l'entrée dans l'atmosphère de la Terre et finalement à l'impact sur le sol. Mais on va voir donc les différentes conditions de ces 4 étapes ici. Tout d'abord, l'explosion de la planète mère, c'est assez difficile de la quantifier, mais on va voir tout à l'heure des exemples. Elle dépend évidemment du bilan énergétique de l'impact. Mais imaginons donc qu'il y ait des molécules qui puissent ne pas être détruites et en même temps avoir une énergie suffisante pour s'échapper à l'attraction gravitationnelle de la planète mère. Elles vont ensuite voyager dans l'espace. Et l'espace interplanétaire est un milieu hostile avec beaucoup de vide, des rayons ultraviolets, des rayons cosmiques, du vent solaire et une température qui peut être très très froide. Donc il y a des expériences en labo où par exemple on prend des spores bactériennes, en particulier le Bacillus subtilis, qui vont survivre avec une durée de vie extrapolée qui est de quelques centaines d'années. Ce qui peut-être n'est pas suffisant pour des voyages interplanétaires. Quand je parle de voyages interplanétaires, c'est vraiment des bactéries là, qui vont orbiter autour du Soleil pendant très longtemps avant d'être déviées et à un moment donné peut-être rencontrer la Terre. Donc ça peut durer très longtemps, ça peut durer plusieurs centaines de milliers d'années, voire même millions d'années. Donc là, pour simuler ça, il y a eu un vol sur la station spatiale Mir pendant 3 mois en 1999 de 6 acides aminés de la météorite de Murchison qui ont été détruits à 50% avec différentes protections minérales, de l'argile, du basalte et de la poudre provenant de météorites. Eh bien, le meilleur pouvoir protecteur est avec cette poudre de météorites. Des micrométéorites avec un diamètre supérieur à 5 microns peuvent transporter, en les protégeant, des bactéries. Donc, c'est un vecteur spatial potentiel d'acide aminé. Donc, ça veut dire qu'un transfert de micro-organismes est possible
de Mars vers la Terre, en particulier avec des spores bactériennes dans des micrométéorites. C'est possible, ne veut pas dire que c'est ce qui s'est produit. En tout cas, c'est possible. Alors maintenant, essayer de simuler l'entrée atmosphérique, et ça, ça a été fait avec une expérience qui s'appelle Biopan 1, qui a été faite entre 1994 et 1997, où on a des météorites artificielles qui sont restées pendant 15 jours en orbite terrestre, dans une capsule automatique russe qui est la Photon 8, et ensuite qui est rentrée dans l'atmosphère, et puis qui s'est impactée dans le désert du Kazakhstan, qui a atterri dans le désert du Kazakhstan avec un gros impact. Et là, on a mis de la roche sédimentaire, qui est de l'impactite gneissique, qui contenait des micro-organismes fossilisés, de la dolomie, CaCO3 et du magnésium, qui ont été récupérés à 30%. C'est-à-dire que les sédiments extraterrestres peuvent survivre à l'impact atmosphérique. On a mis des cyanobactéries photosynthétiques, du Crocococcidiopsis, à 5 mm de la surface. Et là, on a une ablation thermique importante. Toutes les bactéries sont détruites. C'est-à-dire que la photosynthèse a été forcément créée sur Terre. Ce ne sont pas des bactéries qui ont été ramenées depuis l'espace. Et donc, l'entrée atmosphérique est vraiment une barrière à la dispersion interplanétaire des organismes. Ça, c'est un souci. Et on va voir qu'en fait, il y a la seule possibilité pour ramener des molécules prébiotiques avancées, évoluées sur la Terre, c'est vraiment grâce aux micrométéorites. Et finalement, la dernière étape, c'est l'impact sur le sol. Une fois que vous avez fait l'expulsion de la planète mère, le voyage interplanétaire, l'entrée dans l'atmosphère, il y a l'impact sur le sol. Et là, il y a des expériences en laboratoire qui ont été effectuées sur différents acides aminés, enveloppés dans de la saponite, qui est de l'argile, dans des météorites chondrites carbonées. Des échantillons soumis à des pressions entre 12 et 29 gigapascales, milliards de pascal, et des vitesses qui correspondent à des vitesses subies d'éjection et d'impact entre 2 et 6 km par seconde, donc multiplié par 3600 pour l'avoir en heure. Eh bien, certains acides aminés résistent mieux, donc l'impact est un filtre sélectif d'importation d'acides aminés. Ils ne sont pas, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas tous détruits. Alors, très bien, super. Météorites maintenant. Combien il en tombe sur Terre? Bon, ben, il en tombe beaucoup, on va le voir. Là, par exemple, ça, ce sont les Orionides qui sont des étoiles filantes qu'on voit à la fin octobre qui viennent de la comète de Halley. Les Orionides sont des étoiles filantes, c'est-à-dire que ce sont des météorites qui vont tomber sur Terre à chaque fois que la planète Terre croise la trajectoire d'une comète. Et donc ça peut ramener des poussières. En tout cas, ça ramène des poussières qui vont se consumer dans l'atmosphère, et c'est ce qu'on voit lors d'une pluie d'étoiles filantes. Donc, vous savez très bien, parce que vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu des étoiles filantes, vous savez très bien qu'il y en a plein qui tombent régulièrement sur la Terre. Quel est le rôle de ces impacts météoritiques sur la vie terrestre? Alors, il faut d'abord distinguer météorites et micrométéorites. On va distinguer ça au cours de ce qui vient. La première analyse chimique, on la doit à Antoine Laurent de Lavoisier, qui date de 1770, et qui montre qu'il y a une composition différente des roches terrestres. C'est-à-dire que les météorites n'ont pas la même composition que les roches terrestres. Et il montre d'ailleurs que ce n'est pas une pierre d'orage. Auparavant, on pensait que les météorites étaient créées lors des orages, donc dans l'atmosphère. Et c'est un apport de la vie sur Terre, panspermie, soit un apport direct de molécules organiques indispensables à l'émergence de la vie, soit un apport indirect, par exemple par le déclenchement de réactions chimiques dans l'atmosphère, ou même à la surface des océans. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chimie d'impact. La production de molécules organiques va dépendre de la composition chimique du milieu. Donc dans l'atmosphère, vous avez une atmosphère riche en monoxyde de carbone qui va produire du HCN, de l'ammoniac et du CH2O, et on va pouvoir synthétiser des acides aminés par la réaction de Strecker. Si vous avez une atmosphère de méthane, ammoniac et de l'eau et un choc thermique, vous produisez des acides aminés. Mais on revient au problème qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que l'atmosphère primitive est plutôt dominée par du dioxyde de carbone, azote et de l'eau, et là, c'est moins favorable. Dans les océans, par contre, où il y a un mélange d'eau, d'azote, d'ammoniac, carbone, fer, nickel, et vous avez des impacts de forte intensité, vous pouvez former des molécules organiques, principalement des acides gras, des amines, de la glycine. Alors, évidemment, les gros impacts ont plutôt comme rôle de détruire, de façon même brutale, la vie terrestre s'il y en a.
c'est ce qu'on appelle des extinctions soudaines, catastrophiques. C'est souvent ce qu'on nomme l'effet contingence de Gould, du nom de John Gould, paléontologue. Si vous avez un astéroïde qui fait 65 km de diamètre, c'est gros, hein, comme on va le voir. Le cratère produit un diamètre de 265 km. La température de l'atmosphère à la surface va augmenter de 100 degrés Celsius. Si vous avez un corps de 150 km de diamètre, ça évapore la couche de photosynthèse, qu'on appelle la zone photique, sur une profondeur de 200 mètres dans les océans. Si vous avez un corps de 250 km de diamètre, ça provoque un cratère qui fait quasiment la taille de la France, diamètre 850 km, qui va stériliser la planète jusqu'au fond des océans. Et un corps de 350 à 400 km de diamètre évapore toute l'eau océanique. Il n'y a plus rien sur Terre, plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Les statistiques sont qu'il y a eu entre 0 et 6 impacts de 400 km sur Terre, avec une dernière évaporation, si elle a eu lieu, de la zone photique, au moins il y a 3,5 milliards d'années, épargnant donc la vie bactérienne en eau profonde. Depuis, il n'y a pas eu d'évaporation de la zone photique, sinon on le verrait aujourd'hui. Et donc entre 0 et 6 impacts de 400 km, c'est des gros impacts. Sur Terre, il y a eu 5 extinctions depuis l'apparition de la vie. Alors peut-être bientôt 6 si l'homme détruit la planète, mais là ça sera une cause, on va dire, plutôt endogène, plutôt que exogène, c'est-à-dire provenant soit de volcans, soit de météorites. Et donc ça, c'est les dernières extinctions, avec à chaque fois ici, vous avez la diversité végétale, la diversité marine. Vous voyez ici les temps géologiques, là on est ici, et on remonte jusqu'à à peu près 550 millions d'années. Et vous voyez les différents, fin de l'Ordovicien, fin du Permien, il y a une grosse extinction ici, et la fin du Triassique, quand vous avez l'extinction des dinosaures. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça c'est une étude récente sur des événements modernes où en fait on regarde les marées noires. Et ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup de biodiversité avant la marée noire, où là on perd beaucoup de biodiversité, mais après finalement ça se reproduit, et la biodiversité, à partir du moment où il en reste quand même un petit peu, la biodiversité repart différemment, avec une nouvelle échelle de prédation, par exemple. C'est-à-dire que les prédateurs vont laisser la place à d'autres prédateurs. Donc les extinctions sont souvent suivies de prolifération d'espèces différentes. Donc c'est à dire que les impacts météoritiques, comme d'ailleurs les coulées de lave, peuvent augmenter la biodiversité. Et donc ça, c'est par exemple ce qui est passé dans l'explosion cambrienne, il y a 541 millions d'années. Il y a eu une extinction de la vie qui a de l'ordre de 90% de toute la vie végétale animale qui s'est produite. Et après, il y a eu une explosion de la vie avec des formes différentes de ce qu'il y avait auparavant, et en utilisant beaucoup plus l'oxygène, parce qu'il y avait beaucoup plus d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc on pense que ce sont les premiers organismes, donc là c'est les eucaryotes bien sûr, premiers organismes vivants qui sont un petit peu les ancêtres de la vie actuelle. Les impacts continuent à frapper la Terre, et ont même une grande incidence sur la vie terrestre. On peut déduire le nombre d'impacts actuels à partir du le nombre d'impacts même qui s'est produit au cours du temps à partir du bombardement de la Lune. Pourquoi ? Parce que la Lune n'a pas d'érosion. Donc tous les impacts sur la Lune vont rester pendant tout le temps en fait. Et la force gravitationnelle de la Terre est supérieure à la force gravitationnelle de la Lune, ce qui veut dire que la Terre a subi 20 fois plus d'impacts. Elle attire plus par gravitation tous les impacts météoritiques. 4 corps de la ceinture d'astéroïdes, qui sont Cérès, Pallas, Vesta et Hygiea, sont capables d'évaporer toute l'eau des océans sur Terre. Le Sloan Digital Sky Survey a permis de montrer qu'il y a 700 000 astéroïdes qui sont suffisamment gros pour détruire toute l'espèce humaine, et qu'il y a en gros une chance sur 1500 par siècle de se produire, c'est-à-dire qu'une chance sur 1500 par siècle qu'un gros astéroïde tombe sur la Terre. Alors la NASA va suivre, ça c'est la Lune cratérisée, la NASA suit 90% des géocroiseurs, c'est-à-dire les astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre de plus de 1 km de diamètre et de plus de 140 mètres de diamètre, en gros, dans les années qui viennent. Sachant que si vous avez un astéroïde qui fait 135 mètres de diamètre, c'est déjà un astéroïde potentiellement extrêmement dangereux. Après, ça dépend où il tombe, bien sûr, mais
c'est très dangereux. Alors juste pour faire un petit historique, la Lune est née comme ça. La Lune est née d'un impact météoritique énorme où vous avez une planète de la taille de Mars qui est rentrée en collision avec la Terre 50 à 70 millions d'années après la formation de la Terre et qui a donné naissance à la Lune. Donc la Terre a été complètement, en grande partie détruite. Il y a eu un grand anneau de poussière qui s'est formé autour de la Terre et qui a peu à peu formé la Lune. Et on pense que ça a pu être un événement qui était important pour l'apparition et le développement de la vie sur Terre, puisque ça a stabilisé l'axe de rotation de la Terre, ça a limité le bombardement météoritique, stabilisé la distribution dans le temps des océans, et tout ça sont des facteurs qui ont pu favoriser l'apparition et puis après surtout le développement, puisque c'est plus stable, donc le développement de la vie. Ensuite, alors il y a eu une période probablement au début du système solaire où il y a eu un grand bombardement de météorites, même si cette hypothèse est un peu remise en cause dernièrement. Impact de météorites pendant à peu près 150 millions d'années, entre 4,1 et 3,85 milliards d'années, où en gros on avait un impact d'un corps de diamètre supérieur à 1 km tous les 20 ans, avec, par exemple, on a repéré 90 météorites fossiles qui proviennent d'un astéroïde qui aurait pu se briser en milliards de morceaux par une comète et donc aurait pu provoquer ce grand impact au début du système solaire. De toute façon, il va falloir, avec des impacts de météorites, de comètes, etc., sur Terre, redonner l'eau que la Terre a perdue, en particulier parce qu'au début de sa formation, elle était très chaude, et aussi parce que quand il y a eu la collision avec l'impact qui a donné naissance à la Lune, et bien là, on a perdu toute l'eau qu'il pouvait y avoir sur Terre. Donc de toute façon, il faut ramener de l'eau sur Terre, et on ramène de l'eau par des impacts météoritiques de comètes ou d'astéroïdes. Alors, le dernier impact météoritique, alors je vais vous en montrer quelques-uns, ça c'est Rochechouart qui est côté de Limoges. Il y a 200 millions d'années, il y a une météorite d'un diamètre de 1,5 km, pesant 6 milliards de tonnes, 14 millions de fois Hiroshima, qui va creuser un cratère d'un diamètre de 20 km, que vous voyez ici, et qui va détruire toute vie dans un rayon de 200 km. Donc là, vous voyez le fond du cratère d'impact météoritique. Là, vous avez la brèche de retombée, c'est-à-dire tous les matériaux qui vont retomber après l'impact. Et là, le socle formé de gneiss et de granit. Et les vieilles maisons, en fait, construites avec ce matériau-là, à Rochechouart, ont des murs formés en grande partie de matériaux météoritiques. Plus récemment, il y a cet événement qui est beaucoup plus médiatisé, vous connaissez, l'impact d'un corps d'un diamètre entre 10 et 15 km, découvert en 1980 par Luis Alvarez, physicien, et son fils Walter, géologue, à Chicxulub, dans le Yucatan, le golfe du Mexique, et qui a provoqué un bouleversement environnemental, puisque dans un premier temps, vous avez le météorite qui tombe, ça provoque un souffle, puis une chaleur intense avec les forêts qui brûlent, et dans un deuxième temps, comme il y a plein de poussières qui se sont réparties dans la troposphère ou dans l'atmosphère de la Terre, eh bien ça fait un froid intense, le ciel s'est obscurci, donc tous les végétaux meurent, les herbivores meurent, et les carnivores qui mangent les herbivores meurent. Donc vous avez 90% des espèces animales et végétales terrestres, dont les dinosaures, dans cette transition crétacé-tertiaire qui s'est passée il y a 65 millions d'années. Vous voyez qu'un impact n'est pas forcément bénéfique pour la vie. Cela dit, après cela, eh bien, ça repart, et c'est pas pour ça que la vie disparaît, même si vous avez 90% des espèces végétales et animales qui sont éradiquées, après vous avez la vie qui réapparaît. Et qui va changer de prédateur, puisque les dinosaures sont disparus, mais les mammifères vont ensuite dominer les grands animaux terrestres. Impact météoritique, on a aussi cet exemple de la Tunguska en Sibérie. Ça, c'est le 30 juin 1908. Il y a des paysans en Sibérie qui disent avoir vu quelque chose dans le ciel qui a bougé. Et ça, c'est une photo qui a été prise par une expédition scientifique 20 ans après l'événement. Et vous voyez, les arbres sont encore couchés sur une quarantaine de kilomètres. Et on pense que le diamètre du météore était entre 60 et 100 mètres, qu'il a peut-être explosé en vol. En tout cas, on n'a jamais retrouvé le météore. Et ça équivaut à l'explosion du coup équivaut à plus de 1000 bombes Hiroshima. Alors des météores on en retrouve quand même, là par exemple je vous montre, donc je vous dis, la météorite comme la Tunguska, on pense qu'elle s'est volatilisée entièrement sous l'action de la chaleur lors de l'impact, donc on n'a plus que des cendres minérales,
Mais là, typiquement, ça c'est la météorite de Oba, 55 tonnes, c'est la plus grosse météorite connue, découverte en Namibie en 1920. Aujourd'hui, on pense qu'il y a 50 à 100 tonnes de poussière interplanétaire qui arrivent chaque jour à la surface de la Terre. 50 à 100 tonnes de poussière interplanétaire, donc de météorites, qui arrivent chaque jour à la surface de la Terre. C'est énorme. Ça veut dire plus de 40 000 tonnes par an. C'est vraiment un chiffre astronomique. Ça divise en météorites, à peu près 1%, avec d'une masse supérieure à 100 grammes, il y en a à peu près 100 tonnes par an, et des micrométéorites, à peu près 89%, avec une masse inférieure en milligrammes, donc c'est de l'ordre de 40 000 tonnes par an, et en fait elles sont freinées par l'atmosphère, et c'est celles-là que vous allez retrouver en particulier, comme elles sont freinées, elles vont moins se consumer, c'est pour ça que vous les retrouvez en grande partie sur la Terre, alors que les grosses, elles sont la plupart consumées lorsqu'elles traversent l'atmosphère. Et les micrométéorites, vous en trouvez, du coup, vous pourrez en trouver partout, puisqu'il y en a plein qui tombent partout, vous pouvez en trouver même dans vos cheveux, tellement il y en a qui tombent partout. Les météorites les plus connues sont les météorites carbonées, c'est 4% en masse météoritique, 5% en masse de matière organique. Il y a 500 molécules organiques prébiotiques qui ont été identifiées dans la météorite de Murchison, d'Australie, qui date de 1969, 100 kg. D'Orgueil, 1964, et Allende, au Mexique, 1969, 2 tonnes. Donc, voilà, je ne vais pas tout vous détailler, mais on trouve les bases purines et pyrimidines des ARN et ADN, plus de 70 acides aminés, dont 8 des 20 acides aminés protéiques, des hydrocarbures, ça c'est des acides aminés, glycine, alanine, etc. Adénine, guanine, xanthine, etc. Enfin bon, plein de molécules organiques complexes dans ces météorites. Et là, je vais vous montrer juste un petit, ça c'est une image au microscope électronique d'un grain de carbure de silicium de la météorite Murchison. Donc ça, c'est des grosses météorites. Si maintenant on va vers les micrométéorites, c'est celle-là, là, c'est tout petit. Hein, je vous dis, c'est typiquement un diamètre entre 50 et 1,5 mm. Donc c'est des poussières interplanétaires primitives qui pèsent moins de 1 mg, qu'on va collecter, qui tombent partout, et qu'on collecte plus facilement au Groenland et en Antarctique, c'est-à-dire dans les déserts de glace, parce qu'on les voit plus facilement. Elles contiennent environ 2,5% de carbone, des métaux, des oxydes, des argiles, acides aminés, etc. Il y a à peu près 1000 tonnes de carbone organique qui est ainsi apporté chaque année sur Terre. On pense qu'on en a reçu 10 puissance 20 kg pendant les débuts de la formation de la Terre, c'est-à-dire 100 000 fois la masse actuelle de carbone biologique. Et si on n'a que 20% en masse qui résiste à la traversée atmosphérique, la masse totale de matière organique représente 2,5 10 puissance 22 grammes, soit 25 000 fois la masse actuelle de carbone biologique. Et ça représente une couche de goudron, un peu style marée noire, de 40 mètres d'épaisseur sur l'ensemble du globe terrestre. Donc c'est vraiment un apport énorme de matière organique. Donc ça c'est les météorites. J'ai pas beaucoup parlé des éruptions volcaniques. En fait, elles ont un lien par rapport aux extinctions. Donc il faut aussi en parler parce que c'est aussi ça qui va en particulier remodeler la surface terrestre. Donc par exemple, il y a des événements volcaniques qui ont été énormes comme les trappes de Sibérie il y a 252 millions d'années, ou les trappes du Décan il y a 66 millions d'années, qui sont à peu près concomitantes à l'extinction des dinosaures. Et une possibilité, c'est qu'il y a eu des éruptions volcaniques tellement grandes qu'il y a un nuage de poussière qui s'est réparti dans la troposphère, et qu'ensuite le météorite qui arrive, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, avec encore plus de poussière qui empêche les végétaux de se développer. Et il est possible qu'il y ait eu plusieurs causes comme ça à l'extinction des dinosaures. Et donc là, vous avez en particulier, donc ça c'est l'âge en millions d'années et les extinctions. Et donc vous voyez que les trappes du Décan, là on est à 65 millions d'années, voilà, vous avez les différentes extinctions qui sont dues soit à des événements météoritiques, soit à des événements volcaniques. Alors, donc on a repoussé, là on a dit les météorites, les micrométéorites peuvent apporter des molécules prébiotiques, mais il faut bien les former quelque part. Donc où est-ce qu'on les forme? Donc là on a repoussé le problème,
mais il faut bien les former quelque part. Eh bien, là, on parle de chimie prébiotique dans l'espace. Là, vous avez ici une image de la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion, c'est un nuage interstellaire où se forment les étoiles, mais où se forment aussi des molécules complexes. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de matières, et dans ces nuages-là, il y a le temps de les former. Eh bien, la matière organique, elle est universelle. En particulier, aujourd'hui, on a découvert plus de 100 molécules organiques identifiées en radioastronomie avec des radiotélescopes tels que Nanset, par exemple, dans les nuages interstellaires. Et alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que ces molécules qu'on découvre dans les nuages interstellaires, ce sont les mêmes qu'on va ensuite trouver dans les comètes ou dans les astéroïdes qui se promènent dans le système solaire, parce qu'en fait, pour une raison très simple, c'est que les étoiles qui se sont formées dans les milieux interstellaires, ce sont les mêmes étoiles qui vont ensuite former des planètes, et donc c'est l'histoire du Soleil avec le système planétaire, le système solaire autour. Donc la matière qui se trouve dans le système solaire, elle provient de nébuleuses interstellaires. Et donc voici les plus de 100 molécules organiques identifiées, certaines très complexes avec plus de 12 atomes. Donc je ne vais pas tout les détailler évidemment, mais il y a énormément de molécules. Et là il y a tout un pan de la chimie du milieu interstellaire, c'est un pan d'études pour savoir comment vont se former les molécules. Et donc il y a des aspects énergétiques, mais encore une fois, dans l'espace, en fait dans les milieux interstellaires, vous avez le temps. Donc les molécules ont le temps de se former à partir du moment, même s'il y a des contraintes énergétiques, en fait, le temps va permettre de former ces molécules-là, surtout si elles sont derrière un cocon de poussière qui va les protéger des rayons ultraviolets. Alors aujourd'hui, donc on a découvert plus de 112 molécules organiques. Par contre, on n'a toujours pas détecté la glycine, qui est l'acide aminé le plus simple dans les nébuleuses interstellaires. Mais c'est possible qu'elle soit cachée derrière un cocon de poussière, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas détecté. Voilà. Donc d'où viennent les acides aminés extraterrestres? Alors je vous dis, il y a plus de 110 molécules différentes identifiées en radioastronomie dans les nébuleuses interstellaires. Donc 83 contiennent du carbone, tels que l'acide cyanhydrique, ammoniac, formaldéhyde, des molécules précurseurs conduisant aux acides aminés. Même la glycine, l'acide aminé le plus simple, n'a pas encore été identifié. Alors, pour pallier cette absence de détection, on a fait des expériences en laboratoire de synthèse d'acides aminés. En particulier, on a mélangé des glaces d'eau, d'ammoniac, de CH3OH, avec le carbone, irradié dans des conditions de milieu interstellaire, c'est-à-dire un vide. Ça, c'est le milieu interstellaire. Un vide de 10-7 millibars, avec une température de moins 261 degrés Celsius. Et l'analyse à température ambiante montre 16 acides aminés identifiés, dont 6 appartiennent aux 20 acides aminés protéiques, glycine, alanine, valine, proline, serine, acide aspartique. Ça veut dire que quand on reproduit les conditions du milieu interstellaire, on peut former plusieurs acides aminés. Donc vous les formez dans les nébuleuses interstellaires. Ensuite, les planètes vont se former à côté de l'étoile. Les météorites, les astéroïdes, les comètes, etc. vont alimenter les planètes en molécules prébiotiques. Et après, la vie va pouvoir apparaître avec des assemblages de ces molécules prébiotiques. Dans des conditions qui restent encore à élucider. On revient sur le monde viral d'ARN, qui n'est quand même pas simple à créer au départ. On a identifié récemment des molécules organiques complexes, prébiotiques, telles que le sucre, ou même la méthylisocyanate, qui est dans une synthèse de peptides acides aminés, dans un système multiple de la nébuleuse d'Orion. Donc, un système multiple dans la constellation d'Ophiuchus, dans la nébuleuse Rho Ophiuchus. Voilà, donc c'est une molécule complexe qu'on a identifiée là. Et il y a un dernier aspect que je vais mentionner, qui est l'aspect de chiralité. Un acide aminé existe sous deux formes, la gauche et la droite, un peu comme la main. Vous savez que la main n'est pas superposable. Donc il y a la main gauche, la main droite, les deux ne sont pas superposables, c'est ce qu'on appelle la chiralité. Dans la météorite de Murchison, il y a 55% d'acides aminés qui sont à la forme gauche et 45% qui ont la forme droite. Les protéines rompent la parité. Elles n'utilisent que la forme gauche, qui est la forme biologique des acides aminés, qui prédomine à 9% dans les météorites carbonées. Donc la question c'est, est-ce que cette prédominance de la forme gauche est vraiment uniquement
terrestre, et c'est un hasard, ou est-ce que c'est parce que la forme gauche est plus fabriquée dans les milieux interstellaires? Eh bien, il y a une première réponse qui a été donnée récemment avec la découverte d'un rayonnement infrarouge polarisé circulairement dans le nuage moléculaire de la nébuleuse d'Orion. Et donc, peut-être que l'excès de forme gauche est produit directement dans les milieux interstellaires. Et donc, si on produit plus d'acides aminés de forme gauche, eh bien, c'est normal qu'il y en ait plus sur Terre. Alors, essayons maintenant de répondre à la question, pourquoi la Terre? Pourquoi la Terre abrite-t-elle la vie et pas les autres planètes? Alors d'abord, parce que la Terre est dans la zone habitable du système solaire. C'est-à-dire qu'il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La zone habitable, c'est la zone où, si vous avez une planète rocheuse avec une atmosphère, vous avez une température atmosphère entre 0 et 40 degrés qui permet la présence d'eau liquide. Vous voyez que la Terre est en plein dedans, Vénus est à la limite et Mars est aussi dedans. On parlera plus tard de Mars. Évidemment, il y a un équilibre fragile entre un effet de serre, ça c'est typiquement Vénus où il fait très chaud, et une glaciation divergente où là, on a une planète recouverte de glace. Ça s'est passé dans l'histoire de la Terre, mais ça n'a pas duré grâce au volcanisme en particulier. Alors pourquoi la Terre? Vous voyez, il y a une particularité sur la Terre quand même, c'est qu'il y a de l'eau. Y a-t-il de l'eau sur Terre? Oui. Y a-t-il beaucoup d'eau? Oui. Cela dit, quand on enlève toute l'eau qu'il y a dans l'atmosphère et dans les océans, eh bien vous voyez qu'en fait, il n'y a pas tant d'eau que ça. Alors là, évidemment, je laisse toute l'eau qui est à l'intérieur de la Terre. Mais j'enlève toute l'eau qu'il y a dans l'atmosphère et l'océan, eh bien voilà l'eau. Il n'y a pas tant d'eau. Ça veut dire que on a besoin d'eau pour la vie, mais en fait, on n'a pas besoin de tant d'eau que ça pour former de la vie. Et de l'eau, il y en a dans plein d'autres corps. Dans tous les corps du système solaire, on va trouver de l'eau. Ça, on le verra dans la deuxième partie du cours. On trouve de l'eau dans tous les corps du système solaire. L'autre particularité de la Terre, eh bien, c'est que elle est très différente du reste de l'univers. Vous voyez que l'univers est composé surtout d'hydrogène et d'hélium. La Terre elle est composée d'oxygène et de silicium, et après un petit peu d'aluminium, etc. Et regardez, le corps humain, il est composé aussi d'oxygène, et après de carbone, etc. En fait, le corps humain a une composition très similaire à la Terre, ce qui est assez normal vu que la matière du corps humain provient de la matière disponible sur Terre. Alors, pourquoi la Terre? Parce que les conditions nécessaires à l'apparition de la vie, qui vont guider la recherche d'une extraterrestre ailleurs, c'est la distance à l'étoile, le fait que ce soit une planète rocheuse, la présence d'une atmosphère et de l'eau liquide. La tectonique des plaques a pu jouer un rôle, la présence de la Lune aussi, on l'a vu, peut-être aussi le bouclier magnétique empêchant le vent solaire d'interagir avec la Terre, et peut-être aussi l'impact d'astéroïdes a pu jouer un rôle bénéfique. L'océan, maintenu par une atmosphère qui va freiner les micrométéorites, va permettre d'apporter des molécules organiques. En effet, une planète trop petite, comme la Lune ou comme Mercure, est incapable de retenir l'atmosphère, qui va être nécessaire au maintien de l'eau liquide à la surface. Une planète trop grande, comme Jupiter ou Saturne, est gazeuse, il n'y a pas de surface matérielle pour se poser, il n'y a pas d'eau liquide. Une planète trop proche du Soleil, comme Vénus, a une température trop élevée, l'eau qui s'évapore, photodissocié en hydrogène qui part dans l'espace et en oxygène qui va se combiner aux roches de la croûte terrestre, de la croûte planétaire. L'effet de serre diverge. Si la planète est trop loin, comme Mars, il y a une présence d'eau liquide s'il y a un effet de serre permanent, mais la pluie va dissoudre des gaz à effet de serre, absorber dans les roches sédimentaires au fond des océans, la température chute, l'eau gèle dans le sol, glaciation divergente. La Terre n'a jamais connu pour l'instant d'effet de serre divergent ou de glaciation divergente. Donc, où rechercher la vie? Eh bien, la chimie organique est universelle, donc il faut après trouver de l'eau. On va voir qu'elle est universelle aussi. On va rechercher des singularités spectrales dans l'atmosphère. Sur Terre, l'oxygène atmosphérique est une singularité. Il y en a 21% sur Terre. Il y a des traces sur les autres planètes. Donc le fait qu'il y ait de l'oxygène sur Terre, déjà, nous oriente sur le fait qu'elle est spéciale. L'oxygène est surabondant par rapport à la croûte terrestre. Ça devrait disparaître par recombinaison avec les roches. Donc si ça reste dans l'atmosphère, c'est qu'il y a un processus de photosynthèse. L'oxygène atmosphérique, il est révélé en spectre visible par une raie à 760 nanomètres et par l'ozone dans le spectre infrarouge à 9,6 microns. Donc on le voit de loin. Quelqu'un qui fait un spectre de notre atmosphère va voir que la planète est spéciale. La présence permanente et simultanée d'eau, de dioxyde de carbone et d'ozone, c'est la preuve d'une signature d'une vie à la surface qui va exploiter la photosynthèse
et qui devrait attirer l'attention de tout extraterrestre. Voilà, j'en ai fini en fait avec ce cours-là. Je vais juste terminer avec un petit calendrier cosmique qui est un concentré de l'histoire de l'univers et de la Terre en quelques minutes. Et en tout cas, je commence depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui en à peu près un an, en exactement un an, pardon, c'est un calendrier. Donc l'an 1, on commence le 1er janvier, 0h, 0 minutes, 0 secondes, c'est le Big Bang, il y a 13,80 milliards d'années. 15 minutes après, l'émission du Fonds cosmologique, qui correspond en fait à 380 000 ans après le Big Bang. Le 13 janvier, c'est la fin des âges sombres, globes cosmiques, les premières étoiles des galaxies, 13,3 milliards d'années. Le 24 janvier, c'est la fin de l'époque de réalisation, moins 12,9 milliards d'années. Le 3 février, la Voie lactée, moins 12,5 milliards d'années. Le 1er septembre, c'est le système, pas scolaire, mais solaire, avec la formation de la Terre, il y a moins 4,55 milliards d'années, daté très précisément. Le 2 septembre, la Lune se forme par l'impact météoritique qu'on a vu il y a moins 4,52 milliards d'années. Le 5 septembre, croûte terrestre et atmosphère, 4,4 milliards d'années. Le 13 septembre, un épisode de bombardement météoritique, 4,1 milliards d'années. La suite de l'an 1, le 21 septembre, les premiers organismes unicellulaires, il y a 3,8 milliards d'années. Le 24 septembre, les premiers stromatolites qu'on a vus en Australie, moins 3,7 milliards d'années. Le 12 octobre, début de la photosynthèse, tectonique des plaques, il y a 3 milliards d'années. Le 28 octobre, c'est la grande oxydation, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'oxygène dans l'atmosphère. Début de la glaciation huronienne, ça c'est quand la Terre devient une boule de neige. Heureusement, ça ne va pas rester comme ça parce qu'il y a des volcans qui rejettent du CO2 dans l'atmosphère, donc ça va faire en partie grâce aux effets de serre, à l'effet de serre. Ça, c'est moins 2,4 milliards d'années. Le 5 novembre, les premiers organismes multicellulaires, il y a 2,1 milliards d'années. Le 29 novembre, les premières algues, il y a 1,2 milliard d'années. Le 4 décembre, début de la Terre, boule de neige, 1 milliard d'années. 14 décembre, l'explosion de l'édiacarien avec plein de formes animales, il y a 635 millions d'années. Le 15 décembre, les premiers vertébrés, les premiers poissons, 570 millions d'années. Et le 16 décembre, explosion cambrienne dont j'ai parlé, moins 542 millions d'années. La suite, le 18 décembre, les premières plantes terrestres, il y a 475 millions d'années. Le 20 décembre, les premiers insectes, premières graines, il y a 400 millions d'années. Le 24 décembre à midi, extinction massive Permien-Trias. J'ai parlé pendant le cours, moins 252 millions d'années. Le 26 décembre à 6h du matin, les premiers dinosaures, 230 millions d'années. Le 26 décembre à midi, les premiers mammifères, 220 millions d'années. Le 27 décembre à 6h, les premiers oiseaux, 150 millions d'années. Le 27 décembre à midi, les premières fleurs, 135 millions d'années. Le 30 décembre à 7h du matin, c'est-à-dire 4 jours plus tard, la fin des dinosaures, 65 millions d'années. Et le 31 décembre à 19h15, les premiers hominidés bipèdes, c'est Toumaï, il y a 7 millions d'années. Le 31 décembre à 3h du matin, premier Homo erectus, 1,5 million d'années. La suite, le 31 décembre, 23h20, domestication du feu, il y a 1 million d'années. Le 31 décembre, 23h33, les premiers hommes du Néandertal, il y a 400 000 ans. Le 31 décembre, à 23h52, 30 secondes, les premiers Homo sapiens, probablement 200 millions d'années. Le 31 décembre, 23h56, 15 secondes, Homo sapiens sort d'Afrique, il y a 100 000 ans. Le 31 décembre, à 23h58, 30 secondes, les derniers Néandertal, vous voyez qu'ils ont vécu 25 minutes, il y a 40 000 ans. Le 31 décembre, à 23h59, 49 secondes, Sumer, pyramide d'Égypte, Maya, il y a 4500 ans. Le 31 décembre, à 23h59, 55 secondes, Jésus. 31 décembre, 23h59, 59,89 secondes, Armstrong marche sur la Lune, il y a à peu près 50 ans. 31 décembre, 24h, aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, on peut faire l'an 2. Maintenant, on a fait toute l'histoire de l'univers en un an. On va voir ce qui va se passer plus tard. Dans 500 ans, c'est-à-dire dans une seconde dans cette échelle cosmique, l'humanité s'installe dans l'ensemble du système solaire. Dans 150 millions d'années, le 5 janvier, l'humanité a rendu visite à tous les systèmes planétaires de la galaxie, de notre Voie lactée. Et le 12 avril, c'est-à-dire dans 4 milliards d'années, collision entre la Voie lactée et Andromède. Le 10 mai, le Soleil devient des géantes rouges, c'est la fin de la Terre, il fera 400 degrés sur Terre, c'est dans 5 milliards d'années. Et on finit avec le 6 juin, le Soleil devient une naine blanche, c'est la fin du système solaire dans 6 milliards d'années. Et ce qui est bien dans cette prospective, c'est que je peux dire ce que je veux, puisque de toute façon, dans 500 ans, je ne serai plus là. Merci pour votre attention, et du coup, on se revoit pour le prochain cours qui sera sur la recherche de vie dans le système solaire.